Bien, moi je propose qu'on commence tout de suite. Je suis content de voir que malgré une concurrence assez importante en face à Louise Michel, cette salle soit remplie pour une thématique que j'estime absolument fondamentale, qui est celle des quartiers populaires. Alors pourquoi ce débat? Pourquoi cette proposition? Ça s'inscrit dans une préoccupation qui est la nôtre, qui a été aussi assez fortement la mienne depuis quelques années. C'était l'idée qu'on ne pouvait pas avoir dans ce pays un mouvement de gauche digne de ce nom, c'est-à-dire qui pose la question de la révolution citoyenne, si ce mouvement ne se repose pas d'abord sur les classes populaires. Et quand je dis les classes populaires, c'est à commencer par celles qui subissent toutes les discriminations, notamment dans les quartiers, ce qu'on appelle les quartiers populaires, dont, il faut bien le dire, depuis plusieurs années, la gauche était institutionnelle d'abord, mais pas que, très largement, si ce n'est différenciée, en tout cas, pris des distances avec les conséquences qu'on a pu connaître. Bon. Moi, la réflexion que je m'étais faite en 2017, c'était de me dire, député de Seine-Saint-Denis, quand j'arrivais dans un quartier, j'avais 6, 7 personnes qui disaient « on a voté pour vous ». Puis il y en avait 2, 3 autres qui me disaient on aurait bien voté, mais on s'est abstenu, on ne s'était pas inscrit, etc. Et je suis absolument persuadé qu'il n'y aura pas de victoire d'une gauche telle que nous la représentons, notamment de France Insoumise, mais également dans le cadre des alliances qu'on a pu faire dans la NUPES sur un programme de rupture, si nous ne sommes pas capables non seulement d'incarner la question des quartiers populaires, mais surtout si les quartiers populaires ne se saisissent pas à un moment donné de l'outil que nous sommes pour considérer que ce sont les leurs, et notamment les acteurs des mobilisations des quartiers populaires, dans un respect aussi également de leur autonomie par rapport aux luttes. Voilà ce que moi j'ai considéré, ce qui m'avait amené à, en 2018, faire les rencontres nationales des quartiers populaires à Épinay, qui consistait à donner la parole à différents acteurs. Bon, ça, c'est juste en introduction pour dire qu'à mon avis, c'est un fil que nous continuons, et je suis assez heureux de constater qu'au moins sur la question des thématiques, sur la question de la représentation, on en est loin, on y viendra sûrement dans la discussion. Mais sur la question des thématiques, oui, France Insoumise, aujourd'hui, revendique et se mobilise sur les différentes thématiques des quartiers populaires. Ça, c'est l'introduction. Le deuxième point, c'est qu'on sait que cette année, c'est une année pas comme les autres parce que, entre guillemets, j'aime pas trop le terme, mais j'utilise comme ça rapidement, c'est une année potentiellement commémorative par rapport à la marche pour l'égalité et contre le racisme de 83, c'est-à-dire qui, aujourd'hui, 40 ans. Bon. Et elle arrive finalement pile poil, j'allais dire, par rapport à la situation actuelle. Pourquoi elle arrive pile poil par rapport à la situation actuelle? C'est qu'on vient de connaître une situation dans le pays de deuxième émeute des quartiers après celle de 2005, qui éclaire, j'allais dire, d'un jour assez spécial ce qui se passe dans ce pays vis-à-vis des quartiers. Moi, j'ai été assez intrigué de faire le constat et le rapport. Alors, on nous dit que ça n'a pas de rapport, la France, la République et autres, ce n'est pas les États-Unis. D'accord, ok. Sauf que ce que j'ai pu constater, c'est qu'au moment de l'assassinat de Floyd aux États-Unis, il y a eu des émeutes extrêmement violentes, y compris d'ailleurs avec certaines formes d'émeutes qu'on n'a pas forcément à assumer, de pillage pour le pillage, de choses comme ça. Il y a eu toutes sortes, dans les émeutes, il y a toutes sortes de choses. Et n'empêche, au moment de l'histoire de Floyd, eh bien, à aucun moment, aucune manifestation dans le pays sur la question de l'assassinat de Floyd par des policiers n'a été interdite. Autrement dit, aux États-Unis, mine de rien, alors que les émeutes étaient extrêmement violentes, on a continué à considérer que le phénomène important, c'était la cause de ces émeutes, c'est-à-dire l'assassinat de Floyd. Un paradoxe en France où, au bout de très peu de temps, au bout de quoi, 2-3 jours, le phénomène qui a été pris en compte par l'exécutif, par le système politico-médiatique, ça n'a plus été l'assassinat de Naël par des policiers qui lui-même faisaient suite à 5 fois plus de meurtres de jeunes, notamment depuis la modification de la loi de 2017 sur le contrôle, le refus d'obtempérer, mais c'était les émeutes. C'était ça qui était vécu et considéré comme l'élément majeur sur lequel il fallait réagir, et seulement toute personne qui se posait des questions, comme France Insoumise, de réagir, sinon on était considéré comme hors de l'arc républicain. Ça a été la suite de ce que vous connaissez. Je trouve que cette comparaison, elle a quand même quelque chose de pédagogique. D'abord parce que c'était la négation de quelque chose qui ne peut plus être considéré comme un problème de bavure, mais un problème systémique de rapport avec la police dans notre pays, notamment vis-à-vis des jeunes des quartiers populaires, empreintes de racisme systémique. Quand on dit racisme systémique, ça ne veut pas dire que tous les flics sont racistes.
Ça veut dire que, par exemple, quand un policier en vient à contrôler un jeune 20 fois plus parce qu'il est vécu comme arabe ou ou racisé comme noir, eh bien, ça, c'est du racisme systémique. Ça ne peut même pas dire que le flic qui contrôle le fait de manière j'allais dire, avec un a priori raciste, comment dire, au premier degré. Mais n'empêche, il le fait parce qu'il considère que c'est un danger, parce que quelque part, il projette lui-même quelque chose qu'il reproduit. Bon. Donc, premier problème, le rapport entre la police s'est dégradé dans ce pays, notamment si je compare sur les dernières années, notamment par rapport à 2005 et la réforme Sarkozy de fin de la police de proximité, vous connaissez à peu près tous les éléments ensuite, qui en font un élément aujourd'hui majeur dans les quartiers, c'est-à-dire qu'il y a un rapport conflictuel avec des policiers venant souvent de l'extérieur, et en plus avec, j'allais dire, une espèce d'extrême droitisation de l'espace politico-médiatique sur le rapport police-population, notamment police-jeune. Ça, c'est la première chose. Bon, et ça, c'est quelque chose qui, évidemment, nous interroge sur l'histoire des mobilisations, puisque c'est de ça dont il s'agira aujourd'hui, des luttes dans les quartiers, et notamment avec l'émergence depuis quelques années de manière massive de tous les collectifs liés à des familles, à des victimes de violences policières. Je pense notamment, mais pas que, au comité d'Adama qui est représenté ici, et avec, depuis quelques années, l'émergence de manifestations de masse, de dizaines de milliers de personnes, parfois interdites et qui ont pourtant lieu, et qui représentent évidemment quelque chose d'absolument massif. Donc, première chose, à mon avis, qui incarne bien notre moment, notre époque, c'est ce rapport police-population et la façon, évidemment, quand je dis rapport police-population, ce n'est pas seulement l'accusation de la police en tant que telle, c'est la manière dont la police est utilisée comme moyen de contrôle social des quartiers. Bon, c'est une vieille histoire hein, qui renvoie à l'idée que les classes laborieuses étaient les classes dangereuses au XIXe siècle. C'est toujours la même histoire qui se profile, mais qui connaît là un regain absolument fondamental dans la période. Deuxième chose, c'est, j'allais dire, le regain aussi de nouvelles formes de racisme. Alors non pas que le racisme soit quelque chose qui naisse aujourd'hui. Dans les années, pour qui se souvient de Dupont-la-Joie, le film de Boisset, qui se souvient de ce qui s'est passé, justement, ce qui a donné naissance à la marche de 83, c'est évidemment quelque chose qui n'est pas nouveau. Pour autant, il prend des formes nouvelles. D'abord, il prend des formes nouvelles parce que, paradoxalement, on a un système aujourd'hui qui fait en sorte que ceux qui dénoncent le racisme sont considérés comme racistes parce qu'ils renvoient à notre société le fait que le racisme existe dans ce pays. Autrement dit, on a des inversions de normes. Moi, je me souviens la une de Marianne en train d'attaquer ce qu'ils appelaient les racialistes. Et les racialistes étaient tous ceux qui dénoncent le racisme dans le pays. Voilà. Au nom d'un principe universaliste auquel je me réfère, mais qui n'est que principiel malheureusement très souvent, eh bien on dénie aux gens qui en sont victimes le fait de dénoncer le racisme. Deuxième forme aussi de racisme qui s'est développée, qui est à mon avis très liée à la question du choc des civilisations né sous Bush dans les années 90 et qui a été largement apportée, le fait aussi que la figure de l'arabe est devenue la figure de l'islam. C'est-à-dire qu'on a quelque part transformé et mis des termes religieux de discrimination sur la question du racisme et qui fait que nous avons été amenés en tant que France Insoumise à effectivement prendre position sur la marche contre l'islamophobie, considérant que c'était là quelque chose qui était une catégorisation de racisme évidente et qui se développait et qui ne fait que se développer et qui explique malheureusement pas mal de choses aussi en termes de critiques politico-médiatiques dans le pays. Et puis troisième élément, je m'arrêterai là-dessus, c'est la question sociale qu'il ne faut pas oublier. Bon. Moi, j'étais assez étonné, là, c'est pas une anecdote, malheureusement c'est un drame, mais au moment donc des émeutes, on a dit qu'à certains moments, les jeunes mettaient le feu à leurs écoles et qui finalement détruisaient, pour certains, le bien commun qui pouvait rester justement à des populations déjà qui subissent toutes les discriminations. C'est vrai. Mais sauf que dans le même temps, quelques semaines après, dans ma circonscription, à l'Île-Saint-Denis, c'était la semaine dernière, il y a l'incendie de la plus grande tour d'habitation de la cité d'Aurès qui a fait 3 morts, d'une tour d'habitation dont depuis des années le bailleur social est mis en question parce que en attendant la rénovation, il y a un laisser-aller de dégradation de cet immeuble. L'immeuble a fini par prendre feu et ça arrive très souvent en Seine-Saint-Denis et il y a eu 3 morts. Si je dis ça,
c'est qu'évidemment, la question aujourd'hui, on n'a pas attendu les révoltes populaires, les révoltes dans les quartiers, pour que des bâtiments dans les quartiers prennent feu. Non pas du fait qu'on mette le feu, mais du fait tout simplement que l'état du logement social dans ce pays n'a jamais été aussi catastrophique. Le fait que, d'un point de vue économique et social, les questions du travail sont toujours aussi dramatiques dans les quartiers. Et je ne parle pas également de cette fameuse phrase de Macron et disant « vaut mieux Uber que dealer ». Bon, bah, avec Macron, on a les deux, c'est-à-dire que le principal employeur des jeunes en Seine-Saint-Denis aujourd'hui, c'est Uber. Donc je ne pense pas que ça soit une projection d'avenir pour justement pouvoir, j'allais dire, avoir un statut professionnel et de vie normale dans une société. Et le deal, lui, reste évidemment prégnant puisqu'il se nourrit de la misère sociale. Voilà un peu le tableau qui explique pourquoi, dans ces quartiers, et c'est ça aussi qui était intéressant dans les personnes que j'ai invitées aujourd'hui pour qu'elles réagissent, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont de particulier par rapport à tel autre lieu de concentration de classe populaire dans ce pays, c'est qu'ils concentrent absolument toutes les discriminations sur les mêmes personnes, au point où aujourd'hui, contrairement à ce qui peut être affirmé, la question n'est pas de la reconquête républicaine, mais tout simplement que ces quartiers aient le droit à la République, ce qui fait qu'on en est loin, et c'est là aujourd'hui, à mon avis, ce que nous devons construire. Bien, pour intervenir donc, et leur demander de réagir sur ces luttes qui ont émaillé 40 ans d'histoire des quartiers populaires, mais aussi sur les luttes actuelles, parce que c'est la réalité actuelle des quartiers, c'est qu'il se passe beaucoup de choses et de réactions par rapport au sujet dont j'ai parlé. J'ai invité donc Jamel Attala, président de l'association des marcheurs historiques de 1983, qui va nous parler de ça, mais aussi des suites. J'ai invité Tarek Kaftari, cofondateur du mouvement de l'immigration des banlieues. J'ai oublié de le dire, parce que dans toute cette histoire, c'est aussi l'émergence, à un moment donné, de structuration autonome qui reste d'actualité des quartiers. Et le MIB en a évidemment fait partie. J'ai invité, et qui était dans le collectif On s'en mêle il y a encore peu de temps, mais il nous dira lui-même comment les choses évoluent. J'ai invité Sonia Chaouch et Anne-Charlotte Arnoux du comité La Vérité pour Adama, qui représente donc aujourd'hui ce comité important dans les luttes sur les violences policières. Et puis Diangou Traoré, militante du quartier Framboisin à Saint-Denis, qui est notamment très très impliquée dans les questions associatives et les questions sur le logement. Je signale aussi dans la salle la présence de Nordine Isnani qui est là, qui est aussi un des historiques du mouvement d'intégration du mouvement du MIB, et qui prendra aussi la parole, même si on ne pouvait pas évidemment élargir autant qu'on l'aurait voulu peut-être les interventions autour de la table, et qui fait partie de ces personnalités historiques des quartiers et dont la parole sera importante. Voilà, Jamel, je te donne la parole tout de suite pour commencer. Merci. Après ce que vient de dire Eric, il faut peaufiner un petit peu plus. Alors, les quartiers populaires. Moi, pour parler de moi en quelques mots, moi je suis né en Algérie. Je suis arrivé en France dans les années, tout début années 70. Et quand mon père nous a emmenés en France, on a atterri sur Lyon parce que mon père travaillait dans tout ce qui était tissu. La région lyonnaise, elle était assez connue pour tout ce qui était tissu. Quand on est arrivé, on a habité d'abord dans les petits bidonvilles de Vénissieux. Il y en avait quelques-uns. Ça a été résorbé assez vite. Ensuite, on est parti aux Minguettes. C'était des nouveaux quartiers, des grands ensembles qu'on a construits hâtivement parce qu'on était dans la période des 30 Glorieuses. Donc, le syndicat patronal de l'époque avait instamment insisté auprès des gouvernants de l'époque pour ouvrir à l'immigration. Donc il y avait des vagues qui sont arrivées. Donc quand on est arrivé dans ce quartier, c'était un quartier immense, les Minguettes. Rien que les Minguettes, ça faisait au bas mot à peu près entre 15 et 20 000 habitants quand on prend tout le territoire. Et tout de suite, nous, en arrivant là, j'ai grandi dans ce quartier. À l'âge de 10, 15, 16 ans, j'avais compris que j'étais déjà, on va dire, un corps plus ou moins un peu étranger. Dans le sens où, quand on se baladait dans nos quartiers, on était à l'école comme tout le monde, mais bien souvent, on avait des problèmes avec la police, mais comme dans tous différents quartiers, quand on est jeune, on fait un peu de bruit, on se fait un petit peu remarquer.
Mais le corps policier de l'époque, il faut le remettre dans le contexte, la plupart des policiers de l'époque, c'était des anciens appelés de la guerre d'Algérie. Ils avaient 20 ans, ils se retrouvent donc policiers pour une grande majorité. Moi, 14-15 ans, quand je me faisais interpeller par la police, on ne m'appelait pas jeune ou ceci ou cela, on m'appelait petit Félaga. C'est encore un mot qui résonne dans ma tête et j'ai 60 ans aujourd'hui. Donc ça me faisait quand même... voilà. À ce moment-là, j'ai véritablement compris que j'étais quelqu'un qui venait d'ailleurs et que je pouvais pas rentrer dans... Enfin, ou en tous les cas, on me contestait de rentrer dans ce cadre en France. Voilà. Et je suis devenu jeune adulte et les violences étaient de plus en plus intenses. Et je n'étais pas le seul, d'ailleurs, tous les jeunes de notre quartier. Et s'est installé dans ce quartier des Minguettes, à l'époque, dans les années fin 79, début 80, comme une espèce de violence qui s'est installée de manière permanente avec la police du coin et les jeunes de ce quartier-là. Pour la grande majorité, une fois arrivés jeunes adultes, le domaine du travail pour nous, c'était difficile d'y accéder. Donc déjà, on était marqué parce qu'on habitait un quartier populaire qui était lui déjà stigmatisé, ou en tous les cas montré du doigt. Et on voulait arriver comme tout le monde, jeune à 18-20 ans dans le marché de l'emploi, et que ça commençait à se boucher. Donc on était pour une grande majorité des jeunes chômeurs dans ce quartier. Et la confrontation avec la police, elle devenait de plus en plus intense. Tellement intense que pour les jeunes que nous étions dans ce quartier à l'époque, on avait une limite, une frontière qu'on avait construite dans notre tête. On ne pouvait pas sortir au-delà de notre quartier. Pourquoi on ne pouvait pas sortir au-delà de notre quartier? Parce que la violence, on la sentait, elle était palpable, et on avait des jeunes de chez nous qui, quand ils sortaient, ils revenaient complètement cabossés. Si je vous montre ce que j'ai dans la jambe et à la tête, elles sont pas, je ne suis pas tombé, j'ai ramassé aussi des coups, parce que c'était comme ça les conditions à l'époque. Alors c'était quoi la réponse qu'on pouvait donner, nous? Parce qu'on était rentré dans un cercle de violence et on n'était pas gagnant dans cette affaire. On ne pouvait pas répondre nous-mêmes de manière violente. Donc à cette époque-là, c'était un petit peu, on va dire un petit peu à la mode de tout ce qui était question de non-violence. Souvenez-vous, en 82, il y avait le film sur Gandhi, il y avait aussi les séries télévisées sur Martin Luther King. Et de manière naturelle, nous-mêmes, on s'est un peu inspiré de ça. On s'est dit pourquoi on ne pourrait pas parler à ce pays, à la République, à la société française dans son entièreté, pour leur dire, ben, nous on est là, on existe, on est des jeunes, peut-être venant d'ailleurs, on n'a pas la couleur locale. Hein. Vous avez tout de suite compris que moi je venais d'Algérie, donc maghrébin, je ne m'appelais pas François Paul-Jacques, mais je grandissais dans ce pays, je m'inscrivais dans ce pays et je voulais avoir ma place comme tous les jeunes français de l'époque. Donc voilà, notre solution, c'était de lancer un mouvement non violent et on avait imaginé de faire la marche parce qu'on a été un petit peu aussi influencé à cette époque. Et quand on s'est dit... eh ben, on va traverser la France, on va aller au contact de cette population, leur dire la situation dans laquelle nous on vit dans nos quartiers et que les questions de quartier populaire c'était de véritables questions parce que c'était des populations entières qui vivaient dans ces quartiers et qu'on oublie constamment sur les questions de l'emploi, sur les questions de la santé, sur les questions de logement. Moi je me souviens jusqu'à aujourd'hui, quand mon père demandait un changement de logement, ça prenait 5 voire 10 ans, c'était toujours difficile. Et quand on a lancé cette idée de marche, au début, on n'imaginait pas d'abord comment on allait la faire, quel soutien on pouvait avoir. Donc on a rencontré plusieurs associations de l'époque, et notamment le Grand Rassemblement de Larzac, où on a rencontré énormément d'associations. Et c'est à partir de là qu'on avait commencé à construire l'itinéraire. Et on a voulu un itinéraire parlant, c'est-à-dire un itinéraire sud-nord, comme un espèce de dialogue entre les pays du sud et les pays du nord. Donc on a commencé à marcher, mais sans savoir si ça allait prendre ou si le peuple français allait venir vers nous. Et petit à petit, la première phase des étapes, c'était dans le sud, c'était difficile. On a vécu des situations difficiles, même des situations qui auraient pu virer au drame, notamment à Loriol, où on avait été braqué par des gens avec un fusil, mais plutôt intimidés, on va dire ça comme ça. Et on continuait notre bonhomme de chemin. Et notre discours, il était très simple. Nous vivons des situations difficiles de violence, mais nous vivions un racisme prononcé à cette époque-là. Alors comment il se prononçait? C'était tout simple. Quand on allait demander du boulot ou on envoyait nos CV, on était constamment, de manière permanente, recalés. Très peu de jeunes de notre quartier avaient un emploi dans les années 80.
Très, très, très peu. Donc on était vraiment on est rentré dans un chômage de masse, cette jeunesse aussi. Alors, comment avoir notre place? Comment interpeller la République pour leur dire, nous aussi, on fait partie de ce pays. Nous aussi, on veut que les grands principes républicains s'appliquent à nous, comme à tout le monde. Et 40 ans après, force est de constater que ce qui se passe dans les quartiers, la question, elle est toujours posée. Comment, aujourd'hui, cette République, elle peut lutter contre des discriminations visibles, parce qu'on le voit tous les jours, hein, je prends des exemples tout simples, et même un exemple personnel. J'ai une fille qui est pénaliste depuis 2 ans pour trouver du boulot. Elle galère, et quand elle envoie des courriers pour aller travailler à l'étranger, elle a des réponses. Donc on a un problème dans ce pays, avec ces populations-là. La violence de la police aujourd'hui, pour moi, elle est un peu différente par rapport à celle de 80. Je ne suis pas en train de dire qu'elle est plus brutale, mais elle est pas de la même nature. À l'époque, je disais tout à l'heure, la grande partie du corps policier, c'était des anciens appelés de la guerre d'Algérie. Aujourd'hui, moi, cette violence dans les quartiers populaires générée par la police, ça veut dire pour moi quelque chose de simple, c'est que l'idéologie d'extrême droite, elle a pénétré profondément tout le corps policier. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y ait pas de policiers sympathiques, moi j'en connais. Pour vous dire, j'ai un ami qui est policier de la BAC qui habite à Vénissieux, mais qui opère dans un autre quartier. Eh oui, j'en ai un. Non, mais il m'a raconté quelque chose d'extraordinaire. Vous savez ce qu'il m'a raconté? Un copain policier de la BAC qui est antillais. Je me suis battu avec un collègue parce que quand il allait dans le quartier de la Duchère, il contrôlait 10 fois dans la journée les mêmes personnes, rien que pour les emmerder. C'était pas du boulot, c'était rien que pour les emmerder, tout simplement. Donc ça, c'est des choses qu'on vit dans les quartiers. Il ne s'agit pas de dire, voilà, tous les policiers sont méchants, tous les policiers sont racistes ou ils ont une pratique discriminatoire envers ces populations, mais le corps policier est vraiment infesté par l'idéologie d'extrême droite. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux. Ce qui s'est passé à Nanterre avec Naël, c'est pas quelque chose d'exceptionnel parce que ça, on le voit tous les jours. Si je vous raconte les témoignages de jeunes dans des quartiers aujourd'hui qui ont 18, 20 ans, ça ne veut pas dire qu'ils soient des jeunes tranquilles, respectueux de la tranquillité des gens dans leur quartier. Ils peuvent être un peu délinquants, mais quand ils se font contrôler parfois ou emmenés dans des coffres, déplacés à 10 km et le jeter à 2-3 heures du matin pour rentrer à pied. Ça, c'est des choses qui existent. Parce que moi, je vis dans les quartiers populaires. Je ne suis pas un petit bobo qui habite dans le centre-ville. J'ai toujours habité dans les quartiers populaires. Vous avez parfois des policiers qui viennent emmerder des jeunes dans les quartiers, comme de véritables voyous, à des éléments de langage de voyous, comme des jeunes dans les quartiers. Quand vous êtes policier, je suis désolé, vous représentez quand même quelque chose, les forces de l'ordre, donc le respect des uns et des autres. Et dans leurs éléments de langage, bien souvent, ils ne respectent pas ces populations. Quand ils arrivent et ils débarquent, ils ont des éléments de langage qui font peur. Et c'est vraiment... Enfin, moi, j'ai envie de dire, ce qui s'est passé à Nanterre, c'est quelque chose qui pourra se reproduire. Je n'ai pas envie d'alerter ou dire simplement faire peur ou imaginer quelque chose dans ma tête, mais je pense sincèrement qu'on est encore loin d'apaiser la situation. Ce qui s'est passé à Nanterre, on risque de l'avoir puissance 10 dans les années qui viennent. Voilà. C'est à moi. Bon, moi, je suis un peu le gars qui est jamais content, qui est jamais... toujours quelqu'un qui renacle et tout, qui est pas... Les choses doivent se passer d'une certaine manière et après, ça se passe différemment et tout ça. Bref. D'abord, je remercie les gens qui m'ont invité. Je remercie la France Insoumise. Je remercie M. Coquerel. Je pense qu'il a beaucoup fait pour que cette conférence ait lieu. Voilà. Maintenant, on va passer. Je vais vous énumérer des noms. Je vais voir si c'est des noms de gens que vous connaissez ou vous avez entendu parler. Je ne pense pas. Allez, je vais commencer. Aïssa Saïd, Youssef Kaïf, Ouari Ben Mohamed. Des gens qui sont Bouzid Kara, Saïd Bouziri, Abdelkader Bouziane, Makomé. Il y a plein de noms comme ça, je peux vous en citer d'autres, des gens qui sont vivants. J'ai cité des gens vivants. Mohamed Houssine,
Il parlait tout à l'heure Nordin Isnasni, par exemple. Il y a plein de noms de gens comme ça. Hamza Arabe, je veux dire n'importe quoi, tu vois. Farid Ara, il y a plein de noms. Je vous dis ça pourquoi, en fait? Je vous dis ça pour que vous compreniez que les quartiers, ils ont une histoire. C'est pas un truc de compassion qu'on cherche. On ne cherche pas à ce que les gens ils viennent, ils disent bon, allez, la police tue et tout. Bon, une fois que le tweet il est passé et que ça a fait un petit scandale, tout, ça devient du folklore. Et je vais te mettre un provocateur et tout. La polémique qu'il y a autour de Médine, tout ça, machin, pour moi, c'est du folklore. Pourquoi? Parce que derrière ça, derrière ces noms et tout ça, il y a une histoire. Il y a des gens qui essaient de se battre, pas simplement pour se plaindre et dire la police, elle a fait ci, elle a fait ça. Moi, je peux vous raconter des tas de trucs. Je me suis engagé avec d'autres gens qui sont, quelques-uns qui sont dans la salle ou ailleurs, contre les violences policières avant que ce soit à la mode. Ça veut dire avant, quoi. Ça veut dire avant. Parce que maintenant, c'est à la mode. Il a marqué un truc. Maintenant, tous les gens, la gauche, elle, bon, c'est bien, c'est pas mauvais, hein, mais je veux dire, ils veulent un peu donner le tempo, en fait. Ils veulent un peu donner le tempo des choses. Je vais vous donner un truc, vous allez comprendre vite fait, parce que moi, je suis un récalcitrant, en fait. Par exemple, il y a une manifestation qui va se dérouler le 23 septembre, et les gens qui étaient là tout à l'heure, ils en ont parlé. Mais il a fallu cette manifestation pour qu'elle ait lieu par rapport à ce qui s'est passé à Nanterre, on fasse pour la justice sociale, contre les violences sexistes, les violences policières, pour la justice climatique. Je suis pour tout le reste et tout. Mais ça donne un sens, ça donne quelque chose. Ça dit quelque chose. Moi, je pars de là où je suis. C'est-à-dire, je pars de cette histoire des quartiers où il y a eu des gens qui se sont battus depuis très très longtemps. Ce n'est pas depuis aujourd'hui, hein, depuis très très longtemps. Il parlait de la marche en 83. Heureusement. Moi, j'étais jeune, j'avais 20 ans. Donc j'ai vu des gens partir comme ça, tout, à la télé ou dans les journaux. Je me suis dit quoi, c'est la première fois que je voyais des gens qui nous ressemblaient, qui avaient un discours qui était à peu près, qu'on comprenait ce qu'ils voulaient dire. C'était quoi leur intention? En fait, c'était la première marche des quartiers, c'est tout. Hein. C'était des gens qui disaient, voilà, nous, on n'a pas envie de vivre comme des rats, on n'a pas envie d'être considérés comme des sous-citoyens, on a envie d'être comme tout le monde. Ce n'est pas simplement une envie, c'est une exigence. C'est-à-dire qu'on va se battre pour ça. On va pas, croyez pas, on a l'impression que les quartiers, c'est un lieu où les flics ils peuvent venir frapper des gens, ou les politiques ils peuvent venir faire des tweets, des trucs, ouais, machin, ouais, les musulmans, c'est ceci, cela, machin, oui, les délinquants, c'est ceci, ça. Non, les quartiers, ils ont une histoire, ils ont une mémoire. Sauf que cette mémoire, elle n'est pas reprise par tout le monde. La gauche, justement, a tout fait pour la marginaliser, a tout fait à travers SOS Racisme. C'est un exemple, machin. J'ai vu qu'ils avaient leur stand là-bas et tout ça, ça m'a fait rigoler un petit peu. Je trouvais que, bon, voilà, ils sont plus à la tribune, ils sont dans les stands. Bon, c'est pas grave. Donc, la gauche a tout fait pour que les revendications des gens, ou ce que les gens voulaient, eh ben, c'est elle qui détermine ça à travers, bah, je sais pas, la gauche, elle a ses structures. Hein. On va pas parler de... Parce que on peut faire un débat tout, où tout le monde est tous d'accord, on va dire, ouais, le racisme, c'est méchant, la police, ils sont méchants, ça, c'est méchant, ouais, racisme systémique, ou je sais pas quoi, ou ceci, cela, machin. Moi, je suis pas venu pour ça, moi, ça m'intéresse pas, ça, ce débat-là. Je devais parler de ça dans les quartiers avec les gens, ils n'en ont rien à foutre. Les gens, ils veulent savoir comment, c'est quoi l'alternative pour nos quartiers? C'est quoi l'alternative politique? Vous êtes les filles, la plupart des gens qui sont là, vous êtes la France insoumise. Normalement, vous devriez porter une alternative politique pour nos quartiers. Faire en sorte que les gens ils aient plus de pouvoir. C'est ça qu'on veut. On ne veut pas, genre, les gens ils nous aiment ou ils ne nous aiment pas. On veut avoir le même poids que les autres, le même poids politique que les autres. Et on pense que les gens, et en particulier les filles, ils ont une responsabilité là-dedans. Ils doivent faire ce pas-là. Ils doivent faire en sorte de nous aider à nous organiser, à nous auto-organiser, à nous organiser politiquement dans les quartiers pour ne pas avoir besoin ni du paternalisme, ni
comment on appelle quand les maires ils achètent des gens, c'est quoi le truc? Non, pas le compromis, non. C'est quoi? Le clientélisme. Ça veut dire sans passer par ça. Et c'est ça la question qu'on pose, nous. Depuis des années. Moi, j'ai participé à la création de 15 000, de plein de comités, de plein d'associations. On a fait des journaux, on a fait des concerts, on a fait des manifestations, on a fait des forums, on a fait des... Enfin, je sais pas, moi, je vois... Tout à l'heure, j'ai oublié de dire Aït Saïd. Aït Saïd, ça vous dit rien. Aït Saïd, c'est un jeune qui a 17 ans, qui est mort le 28... Dans la nuit du 28... Enfin, non, il a été arrêté le 28. Il est mort dans le commissariat au Val-Fouré à Mantes-la-Jolie. Il a une histoire qui est intéressante. Pourquoi? Parce que lui, il était asthmatique. Il pesait quoi? 47 kilos à 17 ans. Ça veut dire qu'il était vraiment maigre et tout ça. Et il a été tabassé par des policiers et tout ça, qui se sont acharnés sur lui. Ils ne l'ont pas tué sur le coup. Il a été au commissariat. Et comme il était asthmatique, sa mère, que Dieu ait son âme, elle est décédée il n'y a pas très longtemps, elle a été lui porter de la ventoline et ils ont refusé la ventoline. Et le médecin qui est venu l'ausculter, il a dit qu'il n'avait pas besoin. Sauf qu'il est mort quelques heures plus tard. Et cette histoire, elle a été portée par des gens des quartiers, elle a été portée aussi par un avocat qui s'appelle Maître Henri Leclerc, qui, vous savez qui c'est, Maître Henri Leclerc, qui était à un moment donné président de la Ligue des droits de l'homme, et qui était dans les gens qui étaient en train de discuter sur la réforme du code pénal. Et vous savez ce que ça a donné? C'est que n'importe qui d'entre vous, il se fait arrêter, il est au commissariat, il a droit à un avocat à la première heure. Une histoire qui part des quartiers, mais en fait qui a donné une loi qui permet à chacun d'avoir un droit de plus. Moi, je trouve personnellement que les mouvements des quartiers ou que les gens qui se font de la politique dans les quartiers sont méprisés par la gauche. Sont méprisés par la gauche, qu'elle soit radicale ou pas radicale. Ça veut dire qu'on n'a pas moins donné que les autres. Je veux dire, les gens, par exemple, qui étaient à ACT UP ou qui étaient dans des petits mouvements tout pourris, là, genre, je parle comme ça, c'est une manière de parler, peu importe, jeudi noir ou je sais pas quoi, ou tel truc, machin, ils ont eu accès à des postes politiques dans des partis. Les partis sont allés les chercher pour leur dire hey, vous nous intéressez. Ça ne veut pas dire que ça nous intéresse. Hein. Moi, j'ai une carte de séjour. De toute façon, ça ne risque pas. Donc, ce n'est pas un problème. Donc, mais ça veut dire qu'ils font un choix. Ils font un choix. Ils choisissent de dire cela, ça nous intéresse. Cela, il nous intéresse. On a l'impression que les quartiers, ça n'intéresse personne. Exceptionnellement, pour une Rachel Keke, machin, tatati, ok, il n'y a pas de problème. On comprend. Mais vu que, quand même, l'histoire de ces quartiers, comment dire, l'apport que ces quartiers ont fait au mouvement social. Je ne parle pas de simplement, pour faire bien. Hein. Au mouvement social, on a fait des apports. On s'est battu sur un tas de choses que les gens... je suis pas loin encore. D'accord, parce que j'ai l'habitude que je suis un peu long et tout ça. Donc, je vais en venir au fait. Vous, nous, on a besoin de vous. Vous avez besoin de nous. Mais comment on fait pour travailler ensemble? Nous, moi, personnellement, je ne vais pas prendre ma carte à la France Insoumise. Parce que... Non, mais je veux dire... Non, c'est bon. De toute façon, je ne sers à rien, je ne veux même pas voter, moi. Bref, je ne vais pas prendre ma carte à la France Insoumise parce que je vous reproche de reproduire ce que les autres, ils ont fait déjà par le passé. Voilà pourquoi. Parce que il ne suffit pas d'être contre à l'Assemblée nationale, porter le truc et tout. Ouais, machin, nana, la police tue, le truc, machin. Non, c'est pas ça qu'on attend de vous. On attend de vous qu'on élabore ensemble une alternative pour nos quartiers, une politique alternative. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut mettre en place. C'est difficile, je sais, parce qu'il y a des... Je vois, moi, comment ça se passe. Hein. Moi, je parle cash, je parle normal, tu vois. Je vois qu'on a préféré une association par le haut, c'est-à-dire Roussel, Tondelier, Manuel Bompard, Mélenchon, Olivier Faure, au truc de l'Union populaire, qui nous intéressait comme concept et tout ça. De dire, voilà, on va passer par ces gens-là. Parce qu'on a ce problème-là, nous. Parce que le problème qu'on a, il parlait tout à l'heure de ça, Jamel. Le problème qu'on a, il est simple. On a affaire qu'à des récalcitrants. Tout le monde y pleure sur les élections quand il y a un taux d'abstention de 80%. Mais qu'est-ce qu'on fait entre deux élections?
On va attendre de négocier à chaque fois qu'il y aura des élections et on va venir les mêmes, etc. Machin. Donc nous, allez, l'année dernière, on avait appelé à voter Mélenchon dans un collectif qui s'appelait On s'en mêle. On avait pris une centaine d'acteurs des quartiers, tout ça, et dire voilà, nous on pense que le candidat pour qui voter, c'est Mélenchon, parce que, vu l'ambiance, on a l'impression qu'on est devenus des sangliers qui pullulent dans la forêt. Donc, on avait fait ce pas-là. Moi, je vous cache rien, je vous dis la vérité. On a été négocié avec les gens de la France insoumise et tout ça. Jusqu'à aujourd'hui, c'est zéro. Tu vois, c'est rien, il n'y a rien qui se passe, à part quelques spécimens comme Coquerel, c'est ça la vérité, qui s'intéressent à ces questions-là. Les autres ne veulent pas mettre le pied dedans, c'est-à-dire ne veulent pas franchir le pas, ne veulent pas prendre la responsabilité de dire, voilà, au-delà que ces gens-là, on va les défendre, tout ça, à travers des trucs, on va aller manifester contre l'islamophobie, tout ça, il n'y a pas de problème. On va faire avec eux parce que c'est nos frères et nos sœurs et qu'ils sont le même truc que nous, il n'y a pas de problème. Et que s'ils ont mérité de la République, ils ont mérité de la République. Et s'ils ont mérité de la gauche, ils ont mérité de la gauche. Alors pourquoi ? Moi, je suis un peu le mec énervé, je vous l'ai dit, tout ça. Je suis énervé, pas contre vous, en fait. Moi, je ne veux pas que vous le preniez pour vous. Je sais la différence qu'il peut y avoir entre les niveaux et tout ça. Je la connais, il n'y a pas de problème. Nous, on a ces difficultés-là pour aller parler. Moi, les jeunes, ils viennent me voir parce qu'ils me considèrent comme un politicien. Moi, je ne suis pas un politicien, en vérité. Mais bon, peu importe, je l'accepte. Ils viennent me voir. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On fait quoi, tout ? C'est quoi ton truc, tout ? Je peux avoir... Ils croient que j'ai un pouvoir, comme vous. Certains, ils sont conseillers municipaux, les mecs, ils viennent, ouais, un logement, ceci, cela, machin. Donc, nous, on veut réintroduire de la politique dans nos quartiers. La gauche doit choisir, c'est pas compliqué. C'est nous, ou c'est les populistes qui vont l'emporter dans nos quartiers. Dans nos quartiers, ils vont l'emporter. Dans nos quartiers, vous allez être étonnés du nombre de gens qui vont voter Marine Le Pen en 2027, vous verrez. Ils vont grignoter de ce côté-là. Et ne croyez pas que les quartiers, ils vous sont acquis, parce que l'année dernière, il y a eu un vote massif dans les quartiers pour Mélenchon. Il y a eu un vote massif pour Hollande. Il y a eu un vote massif pour Ségolène Royal dans les quartiers. Les gens, ils ont espéré. Moi, tu me diras, c'est pas la même et tout, mais c'est pas grave. Moi, ce que je mets sur la table, c'est que nous, on est prêts. Quand je vous énumérais des noms, c'est pour vous dire quoi, en fait ? C'est pour vous dire que les gens ne connaissent pas l'histoire des quartiers. Comment tu veux, à travers une petite caravane bidon, là, à travers 2 tentes, machin, soyons sérieux. On fait de la politique, on est en train de s'amuser. C'est pas à travers 3 mois avant les élections et tu vas faire le travail et tout ça. Nous, on pose la question, si tu veux faire une assemblée constituante, si tu dis le pouvoir au peuple et tout ça, machin, commence par là où tu es, dans les territoires et tout ça. Nous, on est prêts à faire cet effort-là et tout ça. Donc, c'est une offre, machin. Je vais aller plus loin que ça. Je vais dire, voilà, Jamel qui est à ma droite, là, et voilà, c'est quelqu'un qui a fait des choses et tout ça à l'époque, tout ça, machin, qui a continué à faire des choses et tout ça. Il a failli être député, j'allais dire. Il a failli être candidat à Vénissieux. Bon, ça ne s'est pas fait comme ça, parce que, bon, le truc de la candidature, ça s'est fait de manière un peu artistique, d'après moi. Bon, c'est une autre histoire. Là, bientôt, il y a des élections européennes. Je pense que c'est le moment d'envoyer des signaux à des gens. Puisque ça ne marchera pas, le truc d'européenne avec toute la NUP, ce machin réuni et tout ça, machin. Je pense qu'il y a des gens qui sont issus de ces quartiers, qui devraient avoir leur place. Moi, je ne candidate pas, donc je n'ai pas de mal à ça, parce que lui, il aura eu du mal à le dire. Voilà, c'est ça la vérité. Donc voilà. Donc moi, je n'essaie pas d'agresser les gens de la France insoumise. Je n'essaie pas de dire c'est des mauvais, tout ça, machin. Nous, les questions, c'est des questions qu'on se pose, nous. On se pose, nous, parce que nous, on voit, c'est le business qui l'emporte dans nos quartiers, c'est le populisme qui l'emporte. Et je crois que les gens ne sont pas conscients le populisme, c'est aussi les gens qui croient dans des théories, machin, le complotisme et tout ça, qui l'emportent plus facilement. Et nous, on est là, on tape depuis des années, on tape à la porte pour que la gauche, ces questions-là, comme disait tout à l'heure Éric, soient au centre. Parce que vous avez vu pendant les élections, vous avez vu des débats sur les quartiers, vous ? Par X, Y, Z, personne n'a parlé d'une alternative. C'est quoi l'alternative ? C'est quoi le pouvoir dans les quartiers ? Il y a des pouvoirs dans les quartiers. Il y a des maisons pour tous. Il y a des structures qui existent, qui font de l'éducation populaire. Mais l'éducation populaire, ça fait longtemps que ceux qui doivent la promouvoir n'y croient plus. Donc,
C'est à nous de les remplacer. Nous, moi je dis c'est trop tard, moi j'ai 61 ans, ça y est, c'est bon, je suis à la casse. Mais c'est aux plus jeunes, non, mais c'est aux plus jeunes, moi je parle sérieusement et tout ça, c'est aux plus jeunes de porter cette question d'éducation populaire dans le quartier pour qu'il y ait plus de culture, plus d'éducation, plus de politique, parce que moi je ne vois pas de meeting politique dans le quartier. Je sais que je suis à 16 minutes, mais lui il était à 10 minutes, donc je peux gratter quand même un peu. Non, voilà, 2 minutes. Juste, voilà. Encore une fois, je pense que c'est possible de faire des choses ensemble. Mais faire ces choses ensemble, c'est quoi en fait? Faut le matérialiser. Le matérialiser, c'est quoi? Nous, on veut remettre de la solidarité dans les quartiers, pas de la solidarité informelle, formelle. Il y a une différence entre les deux. Nous, on veut mettre de la convivialité. Et nous, on veut que les gens, ils pensent qu'ils comptent autant que n'importe qui. Et pour ça, on a besoin de gens comme vous, mais vous avez besoin de savoir aussi l'histoire de ces quartiers et de vous former à ça. Moi, c'est la proposition que je vous fais et la proposition qu'on a fait à la France Insoumise depuis maintenant 6 mois qu'elle est sur la table et il n'y a pas de réponse. Alors moi, j'aimerais bien, je sais que vous n'allez pas me répondre, mais je vous dis, où est-ce qu'on en est? Je vous dis, on n'est pas là qu'à critiquer et tout ça. On a proposé ce cadre-là et tout ça. On a dit, parce que vous voulez acheter des maisons, vous avez un peu de thunes et tout, vous voulez acheter des maisons et vous voulez faire des trucs dans les quartiers et tout ça. Nous, on ne va pas faire une baraque avec écrit dessus la France Insoumise, parce que ce n'est pas la peine, c'est inutile, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de créer une dynamique pour qu'il y ait un rapport de force favorable aux gens. Et c'est ça qui fait que les gens s'intéressent à la politique et qu'ils iront vers vous ou vers d'autres, peu importe. Voilà, merci. Merci, merci à Tarek et à Jamel d'avoir fait un vaste communicant au niveau du timing. Je passe la parole maintenant à Sonia Chaouch et Anne-Charlotte Arnoux pour le comité La Vérité pour Adama. À vous de vous organiser. Bonjour à toutes et à tous d'abord. Merci Eric Coquerel de nous avoir invités et de nous permettre encore une fois de porter le combat, en tout cas d'en parler à nouveau. Donc en toute humilité, je vais apporter mon témoignage. Donc moi c'est Sonia Chaouch, j'ai 39 ans, je suis éducatrice spécialisée depuis 2007 et depuis 12 ans je travaille sur Sarcelles en prévention dans les quartiers. Donc j'ai travaillé avec Anne-Charlotte à mes côtés et avec Assa Traoré pendant des années. Ça a été notre point de rencontre. On va un petit peu, en toute humilité, parler un peu de l'histoire du comité qui connote un peu avec ce que Tarek vient de dire. Le comité, malheureusement, émerge le 19 juillet 2016 à la suite d'un drame, un drame familial, le décès d'Adama Traoré, le jour de son anniversaire. Donc, Adama Traoré, dans sa ville, à Beaumont-sur-Oise, se promène. Et puis, un contrôle d'identité le fait s'enfuir, en fait. Il va être pourchassé par 3 gendarmes. Et puis il va mourir sous le poids de ces 3 gendarmes. En fait, le comité va dénoncer cette première violence, c'est-à-dire ces violences policières, celles qui ont tué Adama. Et elles vont aussi, le comité va dénoncer cette systémie en fait, qui précède ces brutalités policières, comme le disait Tarek, c'est-à-dire le contrôle au faciès permanent, quotidien, répétitif, la déshumanisation, le harcèlement subi au quotidien par ces jeunes. Donc voilà. Ici, le comité, il est constitué particulièrement d'une famille, la famille Traoré, mais pas que. Il y a les amis d'Adama, les amis de la sœur aînée Assa Traoré, des militants et des artistes. Le lendemain, je crois, les premiers militants vont venir. Youssef Brakni, Nordine, Almami Kanouté, Tarek, des militants qui vont donner en fait une ligne directrice à laquelle le comité va se tenir dès le début en fait. Un socle, un discours et
une direction en fait. C'est-à-dire que ces premiers militants vont nous dire ce qu'il ne faut pas faire surtout, et ce qu'il faut faire et comment il faut le faire. On n'invente rien, on n'a pas décidé de faire les choses comme ça. On se considère comme des héritiers. Voilà, nos prédécesseurs ont lutté avant nous, que ça soit Tarek ou Jamel, qui ont pu évoquer leurs expériences, ou je pense aussi au mouvement des travailleurs arabes, qui ont été aussi les premiers collectifs pacifistes qui ont voilà, lutté, marché et qui se sont auto-organisés. Voilà, on est des héritiers, on se combat, on combat, c'est parce que le mot est lourd, hein, combat, on estime que c'est un combat. La sémantique est particulière, mais elle est un peu similaire à la guerre, mais on est dans une bataille depuis 7 ans maintenant, 7 ans. Clairement, au niveau judiciaire, on est dans un bras de fer judiciaire aussi depuis 7 ans. Une bataille d'expertise qu'on a voulu rendre visible et lisible via les réseaux. C'est aussi une des façons, nous, c'était aussi une de nos façons de pouvoir construire aussi notre système de défense de façon autonome, c'est de pouvoir aussi véhiculer tout ce qui se passait, tout le côté judiciaire qu'on menait, de pouvoir l'exposer auprès des gens. Et on est une génération qui utilisons beaucoup les réseaux, donc c'était un vecteur de pouvoir voilà, rendre compte, de pouvoir pointer du doigt en fait tout ce dysfonctionnement, ainsi que l'acharnement médiatique qui a pu être fait, notamment, et qui est comment dire, complètement semblable à toutes les autres familles de victimes ou toutes les victimes de violences policières, c'est-à-dire qu'on criminalise la victime, on la déshumanise, on criminalise la famille aussi, donc voilà, avec des propos toujours, comment dire, toujours stigmatisants. On a quand même une des juges, puisqu'il y a eu plusieurs juges d'instruction dans l'affaire d'Adama Traoré, a quand même porté plainte contre Adama Traoré alors qu'il était mort. En fait, on en est à un harcèlement qui en est quand même assez déboussolant, quoi. C'est hors réalité. Donc, ça fait 7 ans, 7 ans qu'on se bat, comme je vous le disais, 7 ans qu'on essaye de faire aussi évoluer des choses. Comme je vous disais, la première des violences contre laquelle on se bat, c'est les violences policières, mais forcément, ça va au-delà. Ça va au-delà, ça touche toutes les injustices sociales, raciales, surtout dans les quartiers. D'autant plus que nous, on a beaucoup travaillé, on travaille encore beaucoup dans les quartiers, et notamment les quartiers du Val d'Oise ou du 93. Ça a toujours été déjà une question et quelque chose qu'on conscientisait depuis toujours, depuis qu'on y travaille, mais qui a été renforcée forcément avec notre expérience militante et cette expérience du terrain. Donc voilà, nous, je ne sais pas si tu veux que je te passe la parole, Anne-Charlotte, pour que tu puisses rebondir. Mais brièvement, je pense que je ne vais pas empiéter, mais ce que disait Tarek, quand il évoquait tous ces noms, Adama Traoré fait partie de cette longue liste. Malheureusement, il y a eu beaucoup d'autres Adama Traoré après. Voilà, la question qu'on se pose, les interrogations qu'on peut avoir, elles peuvent être similaires à celles de Tarek, mais c'est qu'est-ce que l'on peut faire dans ces quartiers, comment on peut impulser quelque chose, comment on peut s'investir. Nous, le comité, on fait beaucoup de tournées des quartiers, c'est important de pouvoir écouter, de pouvoir discuter, de pouvoir échanger, de pouvoir voilà, essayer de pouvoir, comment dire, pas faire impliquer les jeunes, mais en tout cas de les laisser s'exprimer d'abord et de surtout les écouter, c'est important. Voilà, et donc du coup aussi par rapport à l'expérience qu'on a pu en faire, c'est qu'on a pu aussi pouvoir, enfin on a pu travailler aussi, on a pu avoir l'occasion de travailler avec d'autres collectifs, d'autres organisations sur une réflexion qui était un peu plus large. Donc Anne-Charlotte, je vais te laisser en parler.
Bonjour. Donc, comme a dit Sonia, c'est un peu en toute humilité qu'on vient témoigner au nom du comité, puisque Assa n'était pas disponible, elle ne pouvait pas venir. Youssef était déjà engagé aussi, donc voilà. Excusez-moi. Donc on n'est pas, on est un peu moins rodé sur les interventions publiques, donc on vous demande aussi beaucoup de compassion. Ce que je peux dire par rapport au comité pour ma part, donc ça fait un petit peu moins de 7 ans que j'en fais partie. Donc comme a dit Sonia, nous on s'est rencontrés au travail en tant qu'éducatrice de prévention spécialisée à Sarcelles. Donc on intervenait auprès des jeunes dans les quartiers. Et puis quand Adama est mort, en fait, donc par le biais de Sonia, qui était tout de suite partie prenante dans le comité, j'avais des informations et progressivement je l'ai intégrée. C'est assez remuant, c'est pas forcément facile. Il y a des choses auxquelles on n'est pas préparé, en fait. On a beau les voir de loin, conscientiser que certaines choses sont pas normales, mais quand ça arrive aux personnes à côté de nous, c'est très très difficile de réagir. Et aussi, pour ma part, ça m'a influencé sur beaucoup de choses. Après, on voulait proposer une petite partie sur qu'est-ce que ça nous a appris, si on devait extraire des choses de notre expérience au sein du comité, par rapport à la partie qui disait comment on fait pour s'auto-organiser et comment on fait pour que les gens dans les quartiers puissent avoir accès au droit à la justice. Donc en fait, on se disait déjà dans un premier temps que les violences policières, ça arrive pas par hasard. Il y a un continuum d'injustice qui existe, qui préexiste et qui permettent que ça puisse arriver et que ça puisse arriver souvent dans la plus grande indifférence. C'est-à-dire qu'il y a un tel discours qu'on a intégré, qu'on arrive à se dire encore quand un jeune meurt entre les mains de la police ou de la gendarmerie, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait pour que ça arrive ? Et donc, très souvent, on l'a appris par la suite, parce qu'on n'était pas nécessairement impliqué sur les violences policières en tant qu'éducatrice dans les quartiers, mais qu'en fait, ça, c'est un procédé. C'est un procédé, et une des premières choses qui arrive quand un jeune est mort, c'est criminaliser la victime. Et puis, si jamais la famille, elle décide d'aller au conflit et d'aller à contresens du discours médiatique et politique qui est assorti de l'événement, elle va être criminalisée aussi. Comme ça, on décourage assez rapidement la famille de se battre. Et il faut savoir que parmi toutes les familles que Assa et le comité ont rencontrées, il y en a énormément qui décident de ne rien faire, par peur des représailles. Et d'ailleurs, je pense que ça ne va pas s'arranger, parce que ce matin, sur les nouvelles que je pouvais avoir sur mon téléphone, et on en a discuté, on a vu ça à plusieurs, chacun de notre côté, quand on voit qu'il y a des jeunes qu'on expulse fièrement avec leur famille de leurs logements sociaux parce qu'ils ont participé aux émeutes ou aux révoltes, ça dépend sous quel aspect on préfère les considérer. Il y a de quoi être choqué. Et la question que je me pose, c'est est-ce que toutes les personnes qui jouent un rôle dans les institutions publiques qui aussi commettent des infractions, est-ce qu'elles-mêmes et leurs familles sont expulsées de leur logement fièrement ? Voilà, donc je pense que ça ne va pas nécessairement s'arranger. Mais en tout cas, le rôle qu'on peut jouer, c'est qu'on n'est pas obligé d'être une famille de victimes ou d'être un proche de victimes pour intervenir. Et on peut considérer que notre rôle, il commence déjà dans les discussions avec nos voisins et dans nos familles, parce que parfois on peut être un peu surpris de voir qu'on n'est pas tant que ça sur la même longueur d'onde. C'est aussi dans notre rôle quand on embauche des gens ou comment on accueille nos collègues, sur les missions aussi qu'on remplit et comment on décide de les remplir. Parce qu'on est tous finalement en contact à un moment donné les uns avec les autres. Et on peut faire la différence dans nos familles, dans nos entreprises, dans notre quartier, dans notre logement même. Donc c'est important en fait de considérer que toutes ces petites discriminations-là au quotidien, elles jouent un rôle dans les violences policières aussi. C'est l'extrême en fait. Parce que finalement, ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, ça donne une forme à la société dans laquelle on vit.
La deuxième chose que, pour ma part, j'ai appris au sein du comité, c'est qu'on peut s'appuyer sur le collectif. En fait, une citation toute simple, hein, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Ça se vérifie. Mais ce qui était important aussi pour moi, c'était de dire que, en fait, on doit être au clair avec ses objectifs. On choisit son combat. On est au clair avec ses objectifs, on est au clair avec ses valeurs et après, en fait, on est cohérent dans son discours, on est cohérent dans ses actes et on est cohérent dans ses relations. Et le fait de rester cohérent, parce que des valeurs, on en a plein, surtout au moment où ça va bien. Et quand ça ne va pas, les valeurs, elles sont durement mises à l'épreuve. Et le comité Adama et la famille Traoré, ils ont été très, très, très durement mis à l'épreuve. Et en fait, s'ils n'avaient pas tenu le cap, dans leurs discours, dans leurs revendications, s'ils n'avaient pas été cohérents dans leurs actes, ils n'auraient jamais pu tenir, en fait. Et il faut savoir que quand on a préparé la marche 2023, c'était dans la plus grande... Non, là je parle 2023 du coup. C'était, donc il y a quelques mois, c'était dans la plus grande indifférence. On ne savait même pas s'il allait y avoir des médias, parce que de toute manière, on était un peu passé à autre chose, étant donné qu'une actualité en efface une autre. Et qu'on est un peu tous pareils, des fois on en a marre et on a envie de passer à autre chose et qu'au bout de 7 ans c'est pas réglé, il va peut-être falloir commencer à penser à faire autrement ou à oublier l'idée de la justice. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la mort de Naël. Et là, quelques semaines avant la marche, ça a été une rafale de médias qui ont appelé à ça, qui ont appelé la famille, qui ont appelé les membres du comité et qui voulaient avoir des éléments de compréhension. Qu'est-ce qui se passe en France? Il faut savoir qu'il y a énormément de médias étrangers qui suivent quand même ce qui se passe chez nous. Et qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a quand même en France un discours très... les droits de l'homme, quoi. Donc c'est un peu surprenant quand on voit ce qui s'y passe à l'intérieur. Il y a quand même, plus on est au contact du comité ou des familles qui luttent pour la justice, plus c'est très difficile d'admettre le discours, la différence entre la théorie et la pratique. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que on n'a plus pu préparer la marche parce qu'en fait, Assa, elle était déjà très très impliquée auprès de la famille. Et ensuite, parce que les médias, en fait, ils voulaient un témoignage. Et pourquoi, en fait, c'est à elle qu'on s'est adressé en 2023 et pourquoi en 2020, quand il y a de multiples appels à la marche suite à la mort de George Floyd, c'est parce qu'il y a une légitimité. Et il y a une légitimité parce qu'en fait, le discours et les actes, ils ont été cohérents au cours des 7 dernières années. Et qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige ou qu'il fasse beau, les actions, elles n'ont pas changé, les idées n'ont pas changé et les valeurs n'ont pas changé. Donc en fait, ça permet d'être une boussole un petit peu par rapport à ce qui se passe dans la société. Ça peut gonfler par moments, on peut en avoir marre d'avoir toujours le même discours, ça fait longtemps qu'on l'entend. On peut avoir envie de passer à autre chose, mais la seule façon de remporter un combat, c'est de le choisir, c'est de s'y tenir et c'est de ne pas lâcher, même quand on n'en peut plus. Et parce que les actualités nous rappellent que c'est pas fini en fait. C'est pas fini. Je suis désolée, j'ai pas fini. Je peux encore un petit peu vite fait. Je vais aller vite sur les points suivants. Donc, ce qui était important aussi, c'est de s'approprier le discours, le narratif. En fait, c'est pas les autres on délègue pas le combat. On explique notre histoire, on humanise les victimes. On est quelqu'un, on arrive avec des idées. On est peut-être moins légitime que des personnes qui sont dans la politique ou dans le combat depuis longtemps. Mais en fait, à partir du moment où on a décidé de s'engager, on a le droit d'y aller aussi. Ensuite, ce qui est important, c'est la transmission. Ces fameux militants qui se déplacent à chaque fois qu'il y a un décès et qui viennent informer. Parce qu'en fait, là, vous mettez les pieds dans autre chose. On a confiance, plus ou moins naturellement, dans les institutions parce qu'on grandit avec cette confiance qui nous a inculquée. Dès lors qu'on met les pieds dans ce type de conflit, cette confiance, elle vacille sérieusement. Elle vacille à l'encontre de la justice, elle vacille à l'encontre de la police, elle vacille à l'encontre des médias et malheureusement, elle vacille aussi à l'encontre des concitoyens, en fait. C'est hyper compliqué à vivre, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et donc,
Autre chose, donc il y a l'international qui est très important parce qu'à plusieurs reprises, ça nous a permis aussi de bénéficier d'oxygène et de visibilité parce qu'il y a une légitimité qu'on ne nous a pas toujours accordée en France, mais qu'on a réussi à avoir à l'étranger. Ce qu'on aime bien dire, ouais, mais regardez ce qui se passe là-bas, et d'autres disent, mais regardez ce qui se passe chez vous aussi. On a du mal à l'entendre. Oui, on n'est pas aux États-Unis, mais on a une histoire commune en fait. Il y a beaucoup de choses qui sont passées par la France pour aller là-bas. Et si on fait un peu la généalogie dans nos propres familles, on a tous un peu de Français qui ont quitté à un moment donné pour aller aux États-Unis et parfois même qui se sont impliqués dans le système. Moi, je le dis personnellement parce que c'est quelque chose que j'ai découvert dans ma famille, en fait. Donc, on a une histoire commune avec les États-Unis et c'est pas anodin, en fait, qu'on ait des liens qui se construisent avec ce pays-là dans nos combats. Et la dernière chose que moi j'ai pu apprendre avec le collectif et avec ASA, c'est que c'est très important de créer des espaces aussi de détente, des espaces où on se préserve, des espaces où on se ressource en fait, parce que en nourrissant qui on est, parce que franchement, moi pour ma part, le mois de juillet, il était très difficile par rapport à tout ce qu'on a vu avec la mort de Naël comme déchaînement médiatique. C'était méchant, c'était gratuit. C'est une pauvre maman qui a perdu son fils et on n'a pas à juger qui elle est, qu'est-ce qu'elle a fait ou pas fait, on ne le sait pas. Et tout ce qui s'est passé derrière, ça a été aberrant. Mais pour beaucoup de monde, je pense que ça nous a atteint psychologiquement. Et nous, le fait de repartager, d'être sollicité, d'avoir préparé la marche à ce moment-là, c'était très très compliqué parce que c'est un déferlement de haine en fait. Et c'est de la haine qu'on reçoit et c'est difficile de l'évacuer. Donc il y a vraiment une logique aussi, enfin une pratique dans le comité qui est instaurée, parce que c'est les personnes, elles sont comme ça, c'est de nourrir qui on est pour ensuite se ressourcer et nourrir le combat en fait. On part de qui on est pour combattre, on ne s'adapte pas à tel ou tel modèle de militantisme, en fait on est qui on est et c'est aussi ce qui fait que ce combat-là, il en est là aujourd'hui. Merci. Merci. Je dois dire que notamment dans tout ce qu'a pu faire le comité Adama, il y a deux choses qui m'ont impressionné au-delà de plein d'autres éléments de marche de masse. C'est qu'il y a eu 2 manifestations interdites par la police en juin 2020 et juin 2023 qui ont été organisées de bout en bout et qui n'ont donné aucun prétexte à la police d'un point de vue violence, si ce n'est la violence de la police elle-même. Et c'est aussi cette capacité d'organisation qui est utile à tout le mouvement. Dernière intervenante, Diangou Traoré. Alors Diangou, elle vient du monde associatif collectif au Franc-Moisin sur les questions de logement. Elle a fait le pas, comme Rachel Keke, qui elle vient du mouvement Mobilisation syndicale qui est avec nous également, pour également rejoindre France Insoumise. Et toi aussi, tu représentes bien justement un pan de cette histoire des quartiers populaires, notamment à travers les associations. Diangou, à toi la parole. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Diangou Traoré, habitante du quartier Franc-Moisin à Saint-Denis. Je ne sais pas si vous situez un petit peu où se trouve le quartier Franc-Moisin. C'est pas loin du Stade de France. On a juste une passerelle qui sépare le quartier Franc-Moisin du Stade de France. Alors, je vais vous raconter mon parcours. Moi, j'ai été militante parce qu'en fait, j'ai été tirée au sort en tant que membre du Conseil citoyen en 2015. En 2015, il y a un plan de rénovation urbaine qui est tombé sur le quartier Franc-Moisin et j'ai reçu ce fameux courrier dans ma boîte aux lettres qui m'a dit que je dois venir à une investiture au sein de la mairie de Saint-Denis pour être membre du Conseil citoyen. À vrai dire, j'ai mis plusieurs années à comprendre ce que c'était membre du Conseil citoyen et aujourd'hui, j'ai compris que c'était une coquille vide et un sac vide troué. Donc c'est pour ça, à la suite de ça, qu'on a créé le collectif Franc-Moisin. On s'est dit qu'entre habitants, la seule solution qu'on avait pour se battre contre ce rouleau compresseur qui est l'ANRU, parce que l'ANRU, au même titre que Parcoursup, au même titre que les services publics, au même titre que les transports et les déserts médicaux, c'est un rouleau compresseur. Au même titre que les violences policières, nous sommes face à des rouleaux compresseurs dans ces quartiers populaires. Et la seule manière de lutter contre ça, c'est l'auto-organisation. Donc nous, le collectif Franc-Moisin, on a décidé de mener plusieurs batailles. C'était la première chose, l'ANRU. L'ANRU, nous, directement, on a fait un plan. On s'est dit, aujourd'hui, on vote pour le maire, on vote pour les présidentielles. Pourquoi pas voter pour un plan de rénovation urbaine? Et puis c'est à partir de là qu'on a dessiné notre quartier et on a appelé l'architecte, plein de communes,
le maire, et on a fait un vote. C'était sur le bâtiment 13. On s'est dit, automatiquement, il fallait faire un vote sur cet immeuble, parce que cet immeuble était en bon état, et il fait très bon de vivre à l'intérieur. C'était juste 30 logements, 32 logements qui étaient concernés au niveau du bâtiment 13, en sachant que le plan de rénovation urbaine au quartier Franc-Moisin, c'est 500 logements qui est touché. C'est un tiers du quartier. Le quartier il est grand, il y a pratiquement 2000 logements sociaux, entre 8000 à 10 000 habitants. Donc on s'est dit qu'on va faire ce référendum, et comme par hasard, il n'y a eu aucune abstention. Tous les locataires sont descendus et ils ont voté pour que l'immeuble reste tel quel. Ça, c'est des petites batailles, des petites victoires qui font très, très, très plaisir. Mais vous savez, on est face à un rouleau compresseur. Ils ont mis une clause de revoyure. Donc la clause de revoyure fait qu'on va repartir en bataille contre ce fameux plan. Il y a le bâtiment 7 aussi qui a été sauvé de la même manière. Et il y a une manifestation qu'on a fait il n'y a pas longtemps. Eric aussi était présent. C'était le pont tournant. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le Franc-Moisin est coupé par rapport au Stade de France. Il nous faut un pont pour aller au Stade de France. Sans ce pont, on ne peut pas se rendre au niveau du Stade de France, en sachant qu'il y a la moitié des enfants qui vont de l'autre côté de la passerelle. Pas de pont. Manifestation, comment ça se fait pendant 2 ans qu'il n'y a pas de pont? Le pont est en panne, la pièce est en Chine, donc ça fait 2 ans qu'on attend la pièce. Donc on a fait une manifestation, on a réussi à mettre le pont, le financement du pont dans l'enveloppe des JO et pleines communes. Donc normalement, on devrait avoir un pont normalement l'année prochaine. Ça aussi, c'est des batailles et c'est de l'auto-organisation qu'il faut faire et qui est absolument indispensable. On a eu aussi des surfacturations d'eau. L'année dernière, il y a 2 ans, on a eu des surfacturations d'eau qui allaient jusqu'à 5 000 € au niveau des décomptes de charges. Non, 5 000 €, c'est la faute du bailleur. Pareil, manifestation devant le bailleur. Et on a eu de la chance, les surfacturations d'eau ont été éliminées par le bailleur. 5 000 € en plus, ce n'était pas possible. Juste pour vous rappeler aussi que les quartiers populaires, c'est la solidarité, l'entraide, la générosité, le vivre ensemble. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, le collectif Franc-Moisin, on reste quand même un quartier soudé, mais c'est un quartier qui est déjà sur une terre militante. Quand je vous dis une terre militante, c'est que déjà en 1983, il y avait déjà la marche qui était chez nous. On avait une antenne de la marche qui était chez nous et j'avais 3 ans. Donc c'est une terre de militantes, on était rassemblés avec les 4000 et on a fait cette fameuse marche. Il y a énormément de thématiques fédérateurs dans les quartiers populaires, comme je vous ai énuméré tout à l'heure, le logement, les services publics, les transports, les emplois, les déserts médicaux et les Parcoursup au niveau de la jeunesse qui est un massacre et un scandale. Si on n'organise pas, qu'on ne fasse pas de l'auto-organisation, nous allons jamais y arriver. Créer du lien, c'est très, très, très important. Le lien, le créer, on peut le faire dans un hall d'immeuble ou à l'extérieur, en débat ouvert, en faisant des discussions ouvertes, comme elle m'a appris Christelle. M'a dit, les discussions ouvertes en plein air favorisent le lien. Et ce lien-là, si on ne l'a pas, on ne peut pas construire sur la durée. On ne peut pas révolutionner un quartier. On part sur des problèmes existants et ces problèmes-là, il faut les régler. Et pour les régler, il faut que tout le monde soit ensemble. Donc aujourd'hui, le collectif Franc-Moisin, je peux même dire qu'on est d'information publique et d'utilité publique directement, parce que directement, c'est le délégué du préfet qui nous appelle et qui nous demande qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Parce que voilà, on est envahi de rats. S'ils nous voient et s'ils nous écoutent, on aimerait bien une belle dératisation. Ce serait pas mal. Alors, les obstacles aussi rencontrés en tant que militant, vous savez très très bien qu'en tant que militant, c'est très 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 difficile parce qu'il y a des obstacles aussi. Les bailleurs sociaux ne répondent pas souvent à nos réponses ou ne nous calculent pas ou au contraire nous met carrément de côté. Donc le militant est vu comme un criminel, le militant est vu comme une menace, le militant est vu comme un danger, mais qui a la capacité de rassembler et de s'organiser. C'est tout ce que possède le collectif Franc-Moisin. Donc, ils utilisent tous les moyens, et ça c'est ce que je trouve vraiment très, très grave, d'incriminer le militant qui essaie de s'organiser. C'est qu'ils vont utiliser tous les moyens pour essayer de le couper les vibres
par tous les moyens possibles. Ils peuvent, même si une personne a une association et qui est militant, lui couper directement les subventions. Et ça, je pense que c'est vraiment très, très grave, et même lui retirer son local. Donc, un vrai problème de construction sur le terrain et au niveau des municipalités. Là aussi, c'est pas... Il y a un gros problème d'égalité et d'équité sur ces sujets-là. Je vais juste vous parler un petit rappel sur les charges locatives. Je ne sais pas si vous avez tous vu que les charges locatives ont extrêmement augmenté, que les loyers, les bailleurs sociaux ne se sont pas gênés pendant cette période d'inflation, pendant cette période où tout a été dur pour tout le monde, pendant cette période où on sortait à peine du Covid, que les bailleurs sociaux n'ont pas hésité à augmenter leurs charges, mais ils sont partis de plein fouet. Ils se sont dit, de toute façon, ce sont des locataires, ils n'ont rien à faire, ils vont quand même payer les charges. Nous aussi, on a dit non, ça ne se passe pas comme ça. On prévient déjà le locataire. Déjà, la première des choses, on nous prévient, on nous explique pourquoi ça augmente. Et si tu expliques pas, on part aussi en manif où on lui demande des comptes pourquoi ils augmentent ces charges-là. Donc nous, on pensait qu'on était vraiment tout seul, le collectif. Nous, on pensait qu'on était vraiment tout seul, jusqu'à qu'on se rend compte qu'en fait, que ça a touché toute la France entière, du nord, sud, Marseille, Paris, Lyon, Grenoble, tout le monde a été touché. C'est à partir de là qu'a été créé l'appel national des locataires, où on a une revendication phare qui est la baisse des charges locatives. On se rend compte aujourd'hui que rien n'a augmenté. Rien n'a augmenté. Les salaires n'ont pas augmenté, les minima sociaux n'ont pas augmenté, les minimums vieillesse aussi n'ont pas augmenté, mais par contre, le loyer et les charges augmentent. Donc ça, c'est une bataille nationale qu'on doit mener, une autre bataille nationale qu'on doit mener, et dire à ces bailleurs sociaux qui sont la plupart dans les quartiers populaires qu'à un moment donné, on n'est pas leur vache à lait. Vous avez des comptes à nous rendre, et comme nous, on a des comptes à vous rendre. Quand je pense à ce qui s'est passé à l'île Saint-Denis, c'est très, très grave. Parce que nous aussi, on envoie des courriers aux bailleurs en lui demandant, ce serait bien un jour de faire de la prévention sur les gestes d'incendie. Ce serait bien quand même, nous, les locataires des quartiers, de nous faire de la prévention sur les gestes d'incendie, des gestes d'évacuation, rien. Rien. Des ascenseurs en panne pendant X temps, rien. Rien. Obligé de s'organiser, de taper du poing, de créer un collectif et de mener des combats. Donc au final, le bailleur qui nous doit carrément des explications, non, c'est nous locataires qui devons aller chercher ces explications-là. La lutte doit continuer, elle va continuer. Et aussi, je pense que les adolescents qui sont là, je sais pas s'il y a des adolescents, mais je sais que les adolescents qui sont dans les quartiers populaires, la formation, elle doit leur être donnée. Parce que je pense qu'il y a de la limite au niveau du militantisme, mais il y a aussi la transmission que nous, présents, nous devons transmettre aussi à la future génération, en leur disant, écoutez, on vit dans ça parce qu'il y a ça. On vit dans ça parce que ça n'a pas été fait. Plusieurs flèches au niveau du collectif franc-moisin. Donc on fait l'éducation populaire, important, l'éducation aussi sportive de temps en temps, culturelle et politique. Parce que vous savez très bien que le logement est politique. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Merci, Diangou. Je trouve qu'on a eu plusieurs interventions qui ont été assez représentatives de pas mal des mobilisations. Je vais être assez drastique. Je peux prendre 6 interventions de pas plus de 2 minutes chacune. Et je vais alterner hommes-femmes parce que ensuite il faut qu'on ait une autre conclusion rapide et qu'on rende la salle. À vous. Il n'y a pas un deuxième micro ? Si, mais il faudrait quelqu'un pour le... Merci pour l'intervention édifiante déjà. Première question. Au regard des origines colonialistes, esclavagistes et racistes de l'institution de la police, certaines chercheuses comme Angela Davis, Ricordo ou Françoise Vergès postulent que c'est une institution fondamentalement irréformable et colonialiste et impossible à réformer. Qu'est-ce que les organisations ici présentes en pensent ?
notamment les organisations militantes, Justice pour Adama par exemple. Et deuxième question, comment on fait à la France Insoumise, avec les équipes dirigeantes de nos partenaires NUPES, quand ils ne cessent de faire des appels au calme, qu'ils alimentent des polémiques stériles comme celle de Médine, qu'ils sont absents des manifs antiracistes, ou qu'ils préfèrent parfois aller à des manifs avec des syndicats policiers d'extrême droite. Il y a Nordine. Et après, je prends 2 femmes. Donc là, j'ai... Vas-y, Nordine. Bonjour tout le monde. Moi, ce que je voudrais simplement vous rappeler, c'est que nous, pour la plupart, moi, je suis né à Nanterre. Hein. J'ai grandi à Nanterre, c'est ma ville. Hein. Je voulais qu'on rende aussi hommage à la famille de Naël, hein, le courage de sa maman, hein, qui a été un moment, elle ne savait plus tellement où donner de la tête. D'ailleurs, il y a des gens qui ont commencé à faire des commentaires un peu bizarres, hein, par rapport à elle. Moi, mon père, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, il habitait à Suresnes. Et c'est une famille qui habitait Suresnes. Et j'ai vu grandir sa maman, j'ai vu grandir ses tontons. Ce jour-là, j'étais à Nanterre. Et moi, c'est des choses qui, tout de suite, me montent à la tête. Donc je me suis dit, je vais aller voir sur place. J'ai été voir sur place. En plus des images qui avaient été faites, ces histoires-là, aujourd'hui, elles sont visibles parce qu'il y a des femmes, des hommes qui ont le courage de filmer. Ils filment ce qui se passe dans la rue. Et je trouve que, pour moi, s'il n'y avait pas eu ça, ben, je pense que Naël, il serait mort 2 fois. Donc, je voulais qu'on salue ces personnes-là. Début des années 80, nous, à Nanterre, on a un garçon qui s'appelait Abden Bigemia, qui s'est fait tirer dessus par un beauf qui s'appelle De Pitou. Hein. Ce jour-là, je peux vous dire, j'étais un peu choqué, comme tous les garçons de la cité. Et à ce moment-là, on s'est dit, on ne peut pas laisser les choses comme ça. Donc on a réagi. Peut-être ils disent, on a fait des émeutes. Oui, on a fait des émeutes. Oui, on a montré que le prix de la vie d'Abdenbi à l'époque, ça coûte cher. Oui, on leur a montré que ça coûtait très cher. Donc on s'est organisé. On a fait en sorte de se mettre autour de la famille. Et pareil pour Abdenbi, qui était un lycéen, qui était quelqu'un qui s'occupait d'associations, qui a toujours essayé de faire du bien autour de lui. On a essayé de le criminaliser. Ce que expliquait tout à l'heure Sonia, c'est le phénomène dans toutes les affaires. Donc nous, après, on s'est organisé, on habitait en cité transit. Je ne sais pas si ils savent ce que c'est une cité transit ou alors une cité d'urgence. Hein, on n'est pas considérés comme des véritables locataires, on est considérés comme des sous-locataires. Et le vrai locataire, c'est l'organisme bailleur, comme la CETRAFA ou différents organismes gestionnaires. Je voulais dire à Jamel, t'as oublié qu'il y a eu une grève de la faim. T'as oublié la grève de la faim quand même. Il y a eu une grève de la faim en avril 83, si je ne dis pas de bêtises, hein, au quartier Montmousseau. L'association qu'ils ont montée, l'association SOS Avenir Minguette, hein, à l'époque. Hein, et nous, de la cité d'où on habitait, hein, à Nanterre, on a été pour les soutenir. Hein. On avait 20 ans, hein, mais on était déterminés à ce que les frères ou les sœurs ne soient plus considérés de la même manière. On a tout fait, hein, à l'époque pour se rendre aux Minguettes. On a été les soutenir. Il faut savoir que quelques temps après, il y a eu la marche. Hein, mais il faut savoir, comme le disait Jamel ou Tarek, que si je commence comme ça à vous énumérer, cet été, j'ai été enterrer mon papa. J'étais au cimetière de Marnia.
Et à Marnia, le long de la caserne militaire, Faut il y conclure, avait une Nordine. tombe. Je vais conclure. Il y avait une tombe. Et c'était la tombe de Mohamed Diab, qui est mort au commissariat à l'époque à Versailles. Mohamed Diab. Voilà. Donc, à chaque fois, on est obligé d'essayer de s'organiser pour se défendre. Merci. Voilà, mais je voulais dire un truc pour terminer. Moi, personnellement, j'ai rejoint l'Union populaire. Hein, et je crois en l'Union populaire. Je crois qu'on peut faire tous des choses avec aussi les gens des quartiers, sans mépris et sans nous prendre pour des gens, des ignorants. Voilà, on a aussi une culture politique. Voilà. Merci. Bonjour. Déjà, merci beaucoup pour vos interventions. C'était très belle et très forte. Juste une toute petite question sur les émeutes de 2005. Pardon, ça marche pas du tout? C'est bon, ok. D'accord. C'était juste une question sur... C'était une question sur les émeutes de 2005, qui ont quand même eu un effet assez important sur toute la France et les quartiers populaires aussi. Et je voulais savoir si, d'un point de vue des habitants des quartiers, comme d'un point de vue politique, des élus locaux et des quartiers, etc., est-ce qu'il y a eu un avant et un après les émeutes de 2005? Oui, je sais bien. Après, c'est fini. Non, vas-y. Ok, d'accord. Bon, ok, c'est bon, on m'entend bien. Ok, du coup, ma question, c'est, en fait, dans nos quartiers, il y a aussi parmi nous, les jeunes, un mal-être identitaire. Il y en a beaucoup qui se reconnaissent pas forcément dans la France telle qu'on nous la présente dans les médias. Ils se sentent pas forcément très républicains. Et du coup, ça fait qu'ils s'écartent beaucoup de la vie politique, alors que, justement, ils devraient être les premiers concernés, puisque c'est ceux qui ont le plus de choses à revendiquer. Du coup, ma question, ce serait comment sensibiliser mon entourage, comment sensibiliser les jeunes de mon quartier pour les inciter à participer à la vie politique et, justement, comme vous le disiez, s'auto-organiser pour faire revendiquer leurs droits. Et voilà. Bonjour. Alors, moi, le sujet, c'est les quartiers populaires. Et quand on dit quartier populaire, c'est des gens issus de l'immigration. Pour moi, c'est ce que ça représente en majorité. Et dans les noms que tu énumérés, on n'a pas entendu de Françoise, Pierre, Paul, ou c'est que des noms à consonance étrangère. Malheureusement, donc, ces choses perdure depuis des dizaines et des dizaines d'années. Nous sommes à la 3e, 4e génération et ça empire. On vit toujours la même chose. Des violences populaires, policières qui mènent au meurtre, à part des rassemblements, à part des manifestations qui nous interdisent de plus en plus. Que faire? Moi, je m'attendais plus à avoir des réponses qu'un état des lieux. Là, pour l'instant, c'était plus un état des lieux qu'on connaît, malheureusement, depuis les années 80 et que ça empire. Les quartiers populaires, on les prend pour des laboratoires. Dès qu'il y a un France Travail, on va où? C'est dans les quartiers populaires. L'ANRU, les rénovations urbaines, c'est où? C'est dans les quartiers populaires. On est vraiment des laboratoires pour l'État, quoi. Donc, que faire? Le contrôle au faciès, ça, c'est systématique pour les jeunes. Moi, les miens, ils le vivent, mais tous les jours, et parfois par le même policier, 10, 15 fois par jour, il vient, oui, je veux t'emmerder. Voilà, c'est juste pour provoquer. Merci. Non, j'ai une dernière intervention et on arrête là pour qu'on ait des petites conclusions très rapides. On essaiera de donner des jalons. Alors bonjour à tous. Alors moi je suis aussi originaire de Nanterre et je voulais juste partager une petite anecdote où juste après le décès de Naël, paix à son âme, le gouvernement, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé du gouvernement et de M. Macron, ont décidé de fermer des classes sur les collèges de Nanterre. Donc suite à la mobilisation des camarades sur l'établissement, on a réussi à maintenir et à gagner. Donc il n'y a pas de fermeture de classe. Mais moi, ce que j'aimerais dire, c'est que dans nos quartiers populaires, on a besoin de services publics. Les seuls services publics qu'on a dans nos quartiers populaires, c'est les keufs. C'est le seul service public qui nous reste. J'ai travaillé dans les quartiers nord à Marseille. Allez voir à la Rose.
quartier nord de Marseille. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il reste un petit peu de keuf, un peu de poste, mais il n'y a plus rien. Et je pense qu'aujourd'hui, je rejoins ce qui a été dit, hein, on n'est plus des indigènes. On n'a plus besoin on sait nous aussi réfléchir. On est en capacité de s'émanciper, on est en capacité de discuter, on est en capacité de construire des choses. Donc je pense que n'oublions pas le principal responsable, parce que pareil, on a parlé de la police, mais la police, elle exécute les ordres du gouvernement. Et c'est toujours le même problème, c'est ce gouvernement qui est là et qui détruit nos services publics et qui dégomme les habitants des quartiers populaires, parce que c'est eux les premières victimes. C'est eux les victimes de la réforme et de l'assurance chômage. C'est eux les victimes de ce qui c'est sur le RSA. Merci. Quand on a et je finis après, quand on a des participants de la NUPES qui parlent de la France du travail, ils s'adressent à qui? Merci. Merci. Allez, des rapides conclusions de chacun, 1 minute pas plus. Et on va faire dans le sens inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc tu commences, Django. Tiens, il marche le micro? Vas-y, Django. Si tu as des choses à dire, si tu n'es pas obligé. Hein. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que... je ne vais pas répondre à toutes les questions. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte que moi, je suis énormément de terrain. C'est que voilà, tout se passe sur le terrain. Comme j'ai énuméré tout à l'heure, les services publics, pareil, il n'y en a pas. Parcoursup, là, j'ai énormément de bacheliers qui a été broyés par Parcoursup, qui vont se diriger vers des alternances. Ils n'ont pas envie d'aller là-bas. Ils veulent continuer les études normalement comme tout le monde. Je pense aussi à eux. Il y a énormément de problématiques sur ces quartiers, mais il faut s'organiser. C'est l'organisation qui fera tout. C'est l'organisation qui fera tout basculer. Si on ne s'organise pas, il n'y a pas d'évolution dans ces quartiers. On a été des laboratoires pendant X temps. Maintenant, c'est fini le laboratoire. On veut du concret. Voilà. Merci. À vous. Pour conclure, alors je ne sais pas si je pourrais répondre vraiment à ta question. Juste, je pense que, enfin, si je l'ai bien comprise en tout cas, c'était comment un peu éradiquer la gestion coloniale policière, c'est ça, enfin de la police. Mais moi, je pense que tant que, et c'est ce qu'on disait juste avant d'ailleurs, enfin, on avait cette discussion, tant que déjà entre eux, il n'y aura pas de dénonciation, d'auto-organisation de leur côté pour dénoncer, pour voilà. En fait, on ne pourra rien faire, clairement. C'est vraiment quelque chose de très collectif, là encore. Il faut que tout le monde puisse casser ce système. Et pour casser ce système, je pense qu'il y a beaucoup de chantiers à faire avant. Et tant qu'il n'y aura pas quelque chose qui se passe dans ce corpus même, de l'extérieur, ça va être très compliqué. Et donc, comme disait monsieur tout à l'heure, effectivement, il faut aussi parler de ce gouvernement et de la gestion de ce gouvernement qui reste aussi encore une gestion coloniale dans nos quartiers, clairement. Moi, je parle de quartiers comme Sarcelles parce que j'y travaille depuis 12 ans. Et effectivement, le service public manque, tout manque. Et j'ai aussi, malheureusement... il y a aussi quelque chose qui se brise aussi dans cette jeunesse, malheureusement. Elle vit tellement de stigmates, elle ne se reconnaît plus, comme tu disais. Elle a du mal à se reconnaître complètement à part entière dans cette société. Et surtout, elle est brisée. Il y a quelque chose il y a quelque chose de très brisé. Il faut vraiment davantage s'impliquer. Il faut qu'il y ait davantage d'acteurs de terrain. Beaucoup plus de maillage associatif, politique. Et en fait, c'est ce qui manque à l'heure actuelle, à mon avis. Voilà. Merci en tout cas pour aujourd'hui. Je suis désolée. Pour répondre rapidement à ta question, du coup, et aux questions en général, en fait, toi, là où tu vas, c'est très technique. Tu penses à une société alternative. C'est vraiment des sujets très approfondis. Il faut savoir que la plupart des gens qui sont là, en fait, c'est des gens qui aspirent juste à travailler, acheter une maison, élever leurs enfants dans des bonnes conditions. Et qui ont été propulsés, en fait, de par leur vie, par là où ils habitent, par qui ils sont, par leur expérience, par celle de leurs proches, dans un combat.
Et du coup, on ne va pas jusque-là. Certains le développent, ils vont plus loin. Sonia a fait son mémoire de master sur le comité. Antonine, qui est là, elle a fait aussi son mémoire sur le comité. Et il y a beaucoup d'entre nous, en fait, on est plus sur... En fait, on a grandi avec une idée des institutions. Nous rappelons ces institutions à l'ordre, à leurs devoirs, tout comme on rappelle les bailleurs à leurs devoirs, tout comme on rappelle l'éducation nationale à ses devoirs. On ne peut pas biberonner les gens avec un discours « on est là pour votre bien, tout ce qu'on fait c'est pour vous, on est tous égaux ». Et en fait, dans la pratique, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc la lutte, elle est déjà là. C'est pas de dire « oui, bon, bah, révolutionnons l'école ». Ça, pourquoi pas après. Mais du coup, déjà, il y a une urgence, c'est d'avoir accès à nos droits. Accès à la justice, accès à l'éducation, accès à un logement digne, accès à la sécurité aussi quand on circule dans l'espace public. Et du coup, ça veut dire que par rapport aux questions que vous pouviez avoir, bah, en fait, c'est sur chaque chose qui nous touche, déjà nous, pour commencer, comment on s'organise en fait. Parce qu'on peut dire on s'attaque au plus gros sujet, au plus gros problème, celui qui est le plus éloigné. Mais en vérité, on n'a pas besoin d'aller chercher très loin. Des problèmes dans les logements, il y en a plein. Moi, personnellement, j'ai eu des infiltrations d'eau, des moisissures. Ça a pris 2 ans à se régler avec le bailleur. Et ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des gens, ils abandonnent. Soit ils lavent tout seuls, soit ils bricolent, soit ils acceptent. Et puis après, les enfants, ils sont à l'hôpital parce qu'ils ont des allergies respiratoires et autres. Tu disais l'école. Voilà, qu'est-ce qui se passe au sein de l'école, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut s'organiser, nous, entre étudiants au sein de l'école. On n'a pas besoin d'aller à 400 km, de dire, moi, c'est avec eux que je veux mener mon combat. C'est qu'est-ce qui se passe chez nous, qu'est-ce qui nous touche, et comment on peut soutenir les gens qui font déjà quelque chose. Nous, des fois, il y a des gens qui sont super loin, ils veulent nous aider. Pourquoi pas ? Ils nous aident. Mais en fait, si tu regardes à côté de chez toi, il y a une famille de victimes de violences policières. Qu'est-ce que tu peux lui apporter, en fait ? Tu n'as pas besoin d'être un expert. Tu peux être juste là pour aider quand ils vont faire des stands pour un événement commémoratif. Tu es là quand ils manifestent. Tu es là pour les conseiller. Tu es là pour faire une affiche. Tu es là pour faire des photos, une vidéo, ce que tu veux. Mais déjà ça aide les gens. Ne serait-ce que les écouter et être conscient qu'ils existent, en fait, tout simplement. Merci. Pour répondre à des questions, on n'est pas des victimes. Tu vois, on n'est pas des victimes, en fait. On est des gens, on prend nos responsabilités, on a nos propres responsabilités. On a nos responsabilités dans ce qui se passe dans nos quartiers. Les gens des quartiers, on leur a une responsabilité. Elle n'est pas très grande, mais ils ont une responsabilité. Le problème, c'est de faire avec les autres. C'est comment on fait avec les autres ? Comment on fait avec le reste de la société pour que, on ne soit pas toujours dans un déni démocratique. Moi, je pose la question du pouvoir dans les quartiers. On pose la question du pouvoir. Et pour qu'on ait du pouvoir, si on n'a pas de pouvoir, si on n'a pas du dur, si on n'a pas la maison pour tous, il faut réinventer les trucs des maisons pour tous et des centres sociaux. Il faut réinventer l'éducation populaire et ça passe par des gens comme nous. Il n'y a pas que nous. On ne détient pas la vérité, mais ça passe par des gens comme nous. Et je pense que c'est ça qu'on devrait faire. Parce que les gens qui sont censés mettre en place tous les trucs de com, là, la participation des habitants, la co-construction, que des trucs menés, c'est de la rigolade, c'est pas sérieux. Je veux dire, tout le monde sait que c'est pas sérieux. Et tellement c'est pas sérieux que ces mots-là, ils veulent plus rien dire. Même l'égalité des droits, ça veut plus rien dire. Je veux dire, il y a plein de choses comme ça. Donc, moi, je pense que notre rôle, notre responsabilité, moi, je veux pas faire pleurnicher sur notre sort. Parce que moi, je suis pas d'accord pour dire que c'est comme pendant la colonisation. C'est pas vrai. Moi, j'aurais pas voulu vivre pendant la colonisation, tu vois. Moi, je pense que c'est pas la même chose. Faut pas. La facilité, c'est pas de faire des mots pour le plaisir des mots. Oui, ça a une gravité, quoi. Je veux dire, il y a des gens, ils tuaient des gens devant tout le monde, ils n'étaient pas policiers, machin, et puis ils n'avaient rien. C'est pas le cas aujourd'hui, c'est pas vrai. Je veux dire, je dis n'importe quoi, mais bon, bref. Pour dire qu'on a notre responsabilité. Nous, on ne fuit pas cette responsabilité. Nous, on demande aux gens de LFI aujourd'hui et d'autres de la gauche de prendre leurs responsabilités parce que ce qui se préfigure, c'est Le Pen au pouvoir. Et je ne sais pas comment les choses... Si on n'est pas organisé pour se défendre réellement, sérieusement, je ne sais pas où on va aller. J'espère pas que ça va se passer. On va tout faire pour que ça ne se passe pas. Mais imaginons que ça se passe. Alors, ça voudrait dire qu'il y a la préférence nationale. Là, ça veut dire que c'est la guerre civile en France. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Donc, faut pas... Voilà, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont travaillé. Moi, j'ai 61 ans. Je suis en France depuis 50 ans. Donc, moi, j'ai une carte de séjour.
qui est périmé entre parenthèses, mais bon, peu importe, on s'en fout. Mais imaginons qu'une Le Pen, elle arrive au pouvoir, elle veut dégager les gens qui sont au chômage. Moi, je vais refuser, mais je vais refuser pas que dans les paroles. Je ne vais pas refuser dans les paroles. Voilà, merci. Jamel. J'entends toujours les mêmes mots depuis une quarantaine d'années, toujours rénovation urbaine, repeindre les cages d'escalier, les politiques d'ANRU, où il y a des investissements énormes, par des centaines de milliers, de millions et de milliards parfois. D'ailleurs, c'est repris par les éléments de langage de l'extrême droite. Oh, mais on a tellement trop investi dans ces quartiers. On a beaucoup investi pour les bailleurs sociaux. On a beaucoup investi dans le béton, on va dire ça, mais on n'a pas investi dans l'humain. Les services publics, je les vois depuis une quarantaine d'années, c'est réduit en peau de chagrin. Et c'est vrai, tout à l'heure, j'ai entendu le monsieur, le seul service public dans ces quartiers, c'est la police. Il n'y a pas si longtemps, j'ai invité une journaliste qui travaille sur une bande dessinée dans le cadre des 40 ans de la marche, donc les quartiers populaires. Je l'ai emmené à Vénissieux, au quartier de la Pyramide. Et je l'ai emmené volontairement dans des quartiers où il n'y avait que des jeunes qui roulaient leurs joints pas dehors, à la vue de tout le monde, des gens qui étaient dans l'alcool. C'est des choses qui existent dans ces quartiers-là. Il y a de la détresse en même temps, parce que c'est des gens qui se sont complètement abandonnés. Vous avez des gens, même dans des quartiers populaires, qui bénéficient de la solidarité des gens dans les quartiers, mais en même temps qui dorment dehors. Tout ce qui est sans-papier, machin et tout ça. Vous avez des SDF dans les quartiers populaires qui sont en sécurité dans les quartiers populaires et pas dans les centres-villes. Je prends par exemple Perrache, où ils se font violence entre eux, où parfois ils se font agresser. Et quand ils habitent dans les quartiers, quand ils sont SDF dans ces quartiers, ils sont plus ou moins protégés. Cette solidarité, elle est naturelle. On leur amène des sandwichs, des machins comme ça. Les quartiers, la République les a niés pendant 40 ans et elle continuera encore de les nier. Ce qui s'est passé avec Naël, c'est des choses qui se sont passées déjà auparavant. Et ça continuera. J'ai entendu tout à l'heure, il est quasiment difficile de réformer la police. Je pense que c'est possible. C'est dur, c'est pas facile, c'est pas évident, mais c'est dur. Et on doit aller chercher dans l'histoire aussi. Parce qu'il y a l'histoire de cette police qui est de Vichy, son histoire aussi culturelle. La police a besoin d'être réformée profondément. Et je pense qu'il faut le faire maintenant. Merci. 3 mots, puisqu'on a interpellé France Insoumise. Je n'ai pas prétention à répondre au nom de France Insoumise. Mais 3 choses rapidement justes. La première, c'est que moi, je pense qu'on vit dans une période d'extrême droitisation accélérée et que malheureusement, il n'y a même pas besoin de Le Pen pour qu'elle ait lieu. Il suffit d'entendre les propos de Darmanin encore cet été. Et dans ce cadre-là, je réponds de ce point de vue-là à Tarek. Le rôle de France Insoumise, oui, c'est de continuer à être mobilisé sur les luttes, notamment des quartiers, parce que tout le monde ne court pas pour l'être de manière évidente. Et le fait que quand on lutte sur les violences policières, quand on est sur la manifestation, seule organisation de gauche à ne pas participer à la manifestation des syndicats d'extrême droite flactieux flics devant l'Assemblée nationale, quand on est une des seules organisations à être contre la marche contre l'islamophobie, j'allais dire, on ne reçoit aucun cadeau là-dessus. Le moins qu'on puisse dire, on se fait traiter tous les noms. Et donc, je pense que c'est important qu'on continue à le faire et que malheureusement, ce n'est pas la mode. Et pour répondre par rapport à la NUPES, moi, j'enregistre les progrès que je peux. Ce que je constate, c'est que par rapport à 2005, il y a eu un tout petit mieux, pas beaucoup plus, mais un tout petit mieux quand même de la part de la gauche par rapport à la manière dont elle a réagi hors dehors du NPA à 2005, où ça a été vécu comme uniquement quelque chose qui était de l'ordre de l'émeute extérieure et à condamner. Là, il y a eu quand même un petit peu mieux. Le fait que, par exemple, à Nanterre, tous les partis de gauche sont venus manifester, ça va peut-être vous sembler un progrès moindre. Et moi, il y a quelques années, j'étais un des seuls militants politiques dans les mobilisations sur les violences policières. On était quelques autres, mais je vous dis, on est très peu. Moi, je prends ça comme un acquis, et de ce point de vue-là, il faut qu'on continue à le faire. Deuxième chose pour répondre à la question éminemment politique. Moi, ce que je crois, c'est que la question est aussi celle d'un rapport de force. La politique, c'est aussi celle d'un rapport de force. Et oui, moi, je me prononce pour l'organisation autonome, en termes de réseau ou ce que vous voulez,
des quartiers populaires, et de façon à ce que ça intègre ce que nous proposons, France Insoumise, tu l'appelles Union populaire, moi ça me va, c'est-à-dire un espèce de nouveau front populaire dans lequel il y a à la fois les mouvements politiques, les collectifs, les réseaux, les associations, et bien évidemment ce qui structurera les quartiers populaires aura toute sa place. Et ça commence de la part de France Insoumise, moi je l'ai déjà dit et je me reprononce, il serait absolument incompréhensible que France Insoumise ne donne pas la place aux européennes dans les prochaines élections de manière significative et de manière plus importante aux représentants des luttes des quartiers populaires. Je le dis et je le répète et je continuerai à me battre dans ce sens-là. Pour terminer juste là-dessus, je crois, tu ne l'as pas dit, mais je crois qu'il y a un objectif d'assembler des quartiers populaires, national des quartiers populaires dans les mois à venir, et je pense que nous devons le soutenir en respectant l'autonomie. Pour notre part, il y aura une contribution, c'est que le 16 décembre, nous ferons une deuxième édition des rencontres nationales sur les quartiers populaires. On a discuté ensemble, dans lesquels seront invités pour continuer à réfléchir. Mais je pense que LFI doit avoir vocation à travailler à l'émergence autonome de réseaux des quartiers populaires. Voilà, donc c'est le 16 décembre. On n'oublie pas la manifestation du 23 septembre. Et là aussi, c'est un progrès, le nombre d'organisations qui vont appeler contre les violences policières. Et je vous donne rendez-vous à 20h30 ici pour un formidable film de mes amis Samir Ahmed Abdallah, qui est au premier rang, et Mognis, sur une mémoire vivante. Vous aurez un peu plus d'informations comme ça sur les noms qu'a égrené tout à l'heure Tarek, c'est-à-dire sur l'histoire de 40 ans de lutte dans les quartiers populaires. C'est à 20h30 ici et croyez-moi, ça vaut le coup. Merci.